Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les entreprises pharmaceutiques. Dans un premier temps, nous allons voir les différentes entreprises du secteur. Donc là, je vous ai préparé les plus grosses entreprises du secteur. Donc principalement, ce sera des entreprises américaines sur lesquelles je me suis basé car c'est pour mon compte titre. Je vous avais fait une vidéo où justement je vous avais montré que j'étais investi sur cette entreprise, Regeneron Pharmaceutical. Donc je vous ai préparé les plus grosses entreprises américaines, mais vous retrouverez aussi du Novo Nordisk et du Genmab, par exemple. Donc en premier, nous avons Eli Lilly, qui surperforme toutes les autres entreprises, qui est sur du 742 milliards en termes de capitalisation boursière. Ensuite, nous retrouvons Novo Nordisk, qui est aux alentours de 643 milliards. Et ensuite, nous avons United Health, qui est à 456 milliards, pour ensuite retrouver Johnson Johnson. Donc, je vous ai montré. Ensuite, il y a d'autres entreprises que vous connaissez sans doute, comme Vertex Pharmaceutical qui a 121 milliards. Regeneron, du coup, l'entreprise que je suis qui est à 113 milliards. Et ensuite, nous avons des Moderna qui sont aux alentours des 40 milliards, ainsi que Genmab. Donc avant de passer aux deux entreprises que j'ai choisies, je voulais vous montrer l'évolution boursière de ces entreprises. Donc là, nous avons, en voyant en 5 ans, hein, c'est Moderna, grâce à son vaccin pour le Covid, qui avait réussi à surperformer toutes les autres entreprises. On dirait que toutes les autres sont linéaires, tellement que c'est impressionnant, la progression. On était sur du 20 $ avant les premiers événements de Covid en décembre 2019 pour arriver en 2021 à 484 $. Donc c'est énorme, c'est énorme. Donc là, je voulais vous montrer sur 5 ans. Je regarde toujours sur 5, 3 et sur un an. Si on regarde au max, c'est complètement délirant et c'est fou. Donc là, on voit que c'est United Health qui a eu la plus grosse progression boursière. Mais bon, pour pouvoir profiter de ça, il fallait être investi avant les années 2000, dans les années 2010. Mais bon, ce n'est pas mon cas. Donc aujourd'hui, je voulais principalement vous montrer, donc là ça paraît illisible, je vais vous séparer, donc c'était juste pour vous montrer les principales entreprises. Donc vous voyez que c'est majoritairement Eli Lilly qui tire vers le haut, suivi de très près par Novo Nordisk, ce qui ne surprend personne. Ensuite, nous avons Regeneron, mais avant Vertex Pharmaceutical. Euh, Moi, donc, je vous l'ai dit, hein, je suis investi principalement sur Regeneron Pharmaceutical, que vous voyez du coup ici, en quatrième place sur 3 ans. Vous voyez, sur un an, on est plus au coude à coude avec Regeneron, voire sur Regeneron surperforme Vertex sur un an. Donc voilà, voilà un peu les autres entreprises. Je vous ai quand même laissé le S&P 500 que vous voyez ici. Moi, je me base vraiment sur le S&P 500. Toutes les entreprises qui ne battent pas le S&P 500, que ce soit sur un an, sur 3 ans, sur 5 ans, je ne les investis pas. Je n'investis pas dessus. Donc c'est pour ça que là, je me concentre principalement sur Eli Lilly, sur Novo Nordisk et sur Regeneron Pharmaceutical. Vous voyez, hein, les autres entreprises, que ce soit Johnson Johnson, qui sont parmi les plus grosses entreprises, sont à moins 10% sur un an. Donc je vais enlever les autres entreprises, juste pour qu'on se rende compte. Donc voilà, il est lié, Genmab, j'enlève. Toutes les entreprises qui sous-performent le S&P 500, finalement. On ne va pas les analyser, je ne vais pas vous en parler. Donc voilà, là on a le S&P 500. Je me suis rendu compte que Vertex Pharmaceutical était une très bonne entreprise. Je l'avais un peu mis de côté, car si on regarde ses fondamentaux, on est sur une bonne entreprise. C'est vrai que c'était plus au niveau de la croissance du free cash flow qui m'avait un peu refroidi quand j'avais juste un peu regardé très rapidement. Mais en tournant la vidéo, en cherchant plus des entreprises, au niveau des entreprises, je me suis aperçu que c'était pas mal. Aussi, ce qui m'a freiné, c'est la croissance de son chiffre d'affaires. Mais quand on regarde sa marge nette, elle est assez stable. Donc c'est ça aussi qui m'avait un peu freiné. Mais ce que j'ai découvert, c'était plus au niveau de sa dette. Elle a une très bonne gestion de sa dette. Et même son ratio de couverture des intérêts, sa dette au niveau des capitaux propres. Donc voilà, pourquoi pas plus m'y pencher sur cette entreprise. Donc voilà, quand on regarde, donc sur 5 ans, quand on fait le zoom que sur les entreprises qui nous intéressent, on voit bien hein, que Eli Lilly est poussé comme sur une fusée. C'est assez fou, comme Novo Nordisk. Et donc, moi, je vais pas vous cacher hein, les entreprises sur lesquelles on va s'attarder aujourd'hui. J'ai enlevé Vertex, Novo Nordisk.
Je l'ai pas dans mon compte titre, c'est une entreprise que je suis grandement intéressé. C'était l'une des premières entreprises que je voulais sur mon PEA. Mais en fait, mon PEA, je l'ai ouvert sur Boursorama. Et malheureusement, sur Boursorama, cette action n'est pas disponible. Donc on va l'enlever, hein. Donc on va se concentrer du coup sur Regeneron et Eli Lilly. Donc là, on voit qu'on est sur 5 ans. C'est assez dingue, plus de 700% sur 5 ans. Quand on regarde même sur un an, on est à 80, presque 100% de plus-value. Quand le S&P 500 sur la même période est à 23%, ce qui est déjà énorme, hein, 23%. Et on a Regeneron Pharmaceutical qui a 47%. Après, je vais vous présenter la partie plus analyse fondamentale des choses. Donc on va enlever les entreprises qui ne nous intéressent pas. Donc, je vous ai préparé du coup Regeneron et Eli Lilly, qui sont les deux entreprises que j'ai décidé de garder pour l'analyse. Donc, sur la première partie, sur le ROCE, on a Eli Lilly qui est largement supérieur. Moi, je dis largement sur un an, mais sur 5 à 10 ans, on est à peu près sur les mêmes standards. Il faut savoir que sur l'année, ici, il me semble que j'ai pris l'année de 2023 en référence, tandis qu'Eli Lilly, le chiffre que j'ai le plus le trouvé, c'était sur la première période de 2024. Donc bon, c'est à prendre avec des pincettes. Sur 10 ans, on a une marge nette qui est de 31% pour Regeneron, aux alentours, tandis que pour Eli Lilly, on est autour des 15%. CAPEX investi, donc par rapport au chiffre d'affaires, on est à 9% pour Regeneron et 4% pour Lilly. Donc là, texte en vert, hein, c'est que ça répond à mes objectifs, à mes standards. Je vous les avais expliqués logiquement dans ma méthode d'analyse. Vous pourrez revoir cette vidéo. Donc au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, on a une croissance qui est positive sur un an, sur 5 ans, sur 10 ans. Tandis que sur Eli Lilly, ce n'est pas sur 10 ans. Mais bon. Donc la croissance prévisionnelle, on est sur du positif. Au niveau du free cash flow, Rodinant, on est encore sur du positif, tandis que Eli Lilly, on n'est pas sur du positif, pas dans le sens qu'elle a pas un free cash flow positif, mais c'est dans le sens que ça n'augmente pas en fait. Ça n'augmente pas par rapport à l'année dernière, ça n'augmente pas continuellement sur les 10 dernières années. Si on regarde il y a 10 ans, oui, ça a augmenté par rapport à 2023, de 2013 à 2023, mais ça augmente pas continuellement. Croissance du dividende, moi c'est quelque chose qui me va parce qu'ils investissent énormément. Ils investissent énormément, donc on peut le voir, hein, on va en parler tout à l'heure. Donc en dette et sur les bidas, on est en négatif, donc encore une fois c'est très positif. Je vois là j'ai eu un pourcentage qui s'est perdu. Payout ratio, encore une fois on est sur du positif, donc payout ratio pour Ordinary vu qu'il ne donne pas de dividende, donc c'est logique. Tandis que ici, ça devrait pas être en vert d'ailleurs. Parce que pour moi, dès que ça dépasse, on est au-dessus des 40%. Je vais remettre en forme. Donc ici, on rentre sur l'analyse plus fondamentale. Ici, on était sur tout ce qui est les chiffres quantitatifs. Vous pouvez voir les critères que j'ai utilisés pour attribuer des points à chaque entreprise. Il faut savoir aussi que par rapport au coût des produits de Regeneron, on est sur des prix qui sont considérés comme coûteux, qui sont atypiques parce que c'est des médicaments qui sont innovants et spécialisés. Donc on a Ilea qui vaut 1850 $ par injection, ce qui est énorme. Ensuite on a du Dipixan qui est aux alentours des 3200 $ pour une boîte de 2 seringues pré-remplies. Donc c'est ce qui est énorme. Quand on regarde sur leur site internet et quand on regarde sur les différents articles, on peut potentiellement se dire que les raisons des coûts élevés, au-delà du pur esprit capitaliste, sont dues à des recherches et des développements très élevés, un investissement massif. On est sur je vous l'ai pas dit, mais le chiffre d'affaires de Regeneron est aux alentours des 13 milliards de dollars, en tout cas pour 2023. On a plus de 800 millions d'investissements. Elle a eu une grande importance pendant la période Covid-19, même si elle n'a pas proposé réellement de vaccin, mais elle a pu permettre de donner, on va dire, un traitement qu'on peut appeler un cocktail d'anticorps, donc pour traiter le Covid. Comme je vous l'ai dit, ensuite, elle a une importante recherche en développement. Elle a une importante aussi contribution scientifique. Elle est très connue pour ses plateformes technologiques qui sont propriétaires. Par exemple, VelociSuite, qui améliore la découverte et le développement de médicaments. Et ces technologies ont accéléré la création de nombreux anticorps thérapeutiques qui ont contribué à la fois au pipeline de l'entreprise et à la communauté scientifique. Donc ici, on peut le voir, les essais cliniques expérimentaux. Ensuite, elle a un très grand impact économique.
car elle contribue de manière très forte en fournissant de nouveaux emplois et de très haute qualité. Ce qui est, en fait, c'est surtout ça, hein. La priorité, c'est d'apporter de l'emploi, mais de très haute qualité. C'est ce qui va donner justement des produits extrêmement qualitatifs qui vont pouvoir, on va dire, heureusement pour les actionnaires, mais au détriment des patients, le vendre très cher. Donc on peut dire, si on reprend ici l'analyse, que c'est une entreprise qui est considérée comme essentielle en raison de son rôle dans le développement des médicaments vitaux qui améliorent la vie et ses contributions importantes. Donc voilà ce qu'on peut en dire. Concernant le prix, je vous ai parlé du recherche et développement important, de la complexité des médicaments. Aussi, il faut tenir compte de la réglementation, le processus d'approbation, surtout aux États-Unis. C'est très compliqué, ça peut être très compliqué de faire valider tel ou tel médicament. Et aussi, bien sûr, c'est une niche thérapeutique, donc les médicaments ciblent souvent des conditions graves ou rares qui nécessitent malheureusement des prix plus élevés pour compenser le coût des développements. Suite aux États-Unis, Rodian Pharmaceuticals, c'est une entreprise qui est assez appréciée du grand public en grande partie grâce à ses contributions significatives dans le domaine de la santé. En point positif aussi, on peut citer, comme je l'ai dit, l'innovation médicale, la réponse à la pandémie et la réputation scientifique très importante. On peut aussi noter dans le point négatif, donc quand on retourne ici, en point négatif, c'est vrai que là ça appartient, c'est pas notifié, il faudra peut-être que je rajoute une ligne en termes de critique, mais on peut souligner aussi le coût élevé des médicaments, comme je vous l'ai dit, et l'accessibilité des traitements qui peut être très compliqué et qui peut être un point de friction avec une partie du public. Sur cette entreprise, nous avons ici les prix. Donc on peut voir qu'actuellement elle est sous-évaluée. Et je vous cache pas que c'est principalement pour cette raison que j'ai préféré investir dans cette entreprise que toutes les autres qu'on a citées. Aussi par rapport à tout ça, donc là on est sur une note de 15, mais aussi parce que son évaluation de prix est inférieure aux estimations. Donc il n'y a que pour la FAVE, la méthode de calcul de Morningstar, et moi je me suis surtout basé sur Value Investing, qui a 830. Là, tenez pas compte, c'est des dollars, hein. J'ai mis en euros, mais c'est des dollars, qui est 830 dollars, alors que sa valeur actuelle est plutôt aux alentours des 1000 entre 1000 et 1100 dollars. Donc en la méthode de DCF, on est au-dessus des 1200. Simply Wallet, on est à 1945 pour revenir à une moyenne de 1325, ce qui lui donne au total une note de 15,15 sur 20. Donc pour Elili, je serai plus bref. Donc à contrario de Regeneron, qui était plutôt une entreprise qui luttait, qui traitait la dégénérescence maculaire liée à l'âge ou d'autres maladies graves de la rétine, donc des yeux, aussi qui traitait la dermatite atoptique, l'asthme, les sunites chroniques, etc. Là, on va être plutôt sur une entreprise qui est spécialisée pour le traitement du diabète, donc avec de l'insuline et des médicaments oraux. On est aussi sur une entreprise qui est spécialisée dans l'oncologie, donc le traitement des cancers, donc principalement les cancers du sein avec la Versionia, ou là encore le cancer de l'estomac et du poumon avec la Siramamsa. Donc là, c'est des médicaments qu'on utilise pour traiter ces pathologies. En termes de neurosciences, la Zyprexa, en immunologie, la TAZ, en douleur et en endocrinologie, Forteo, qui est un très bon médicament pour l'ostéoporose. En termes de santé cardiovasculaire, la Jardiance, qui permet de réduire le risque de mortalité cardiovasculaire. Donc voilà. En résumé, elle fabrique une vaste gamme de médicaments qui couvrent de nombreux domaines thérapeutiques et qui continue d'innover pour répondre aux futurs besoins pharmaceutiques, principalement aux États-Unis, mais partout dans le monde. Le même genre de choses, hein, donc, par rapport aux médicaments, donc je vais citer, même si ces produits sont très qualitatifs, elles ne sont pas vendues à des bas prix, même si l'entreprise s'efforce pour le coup de rendre ses produits accessibles par le biais de programmes d'aide financière et de partenariats avec les assurances qui atteignent du coup une plus large clientèle. Voilà, donc faut pas oublier que les produits sont prescrits pour des conditions graves et chroniques, donc avec une accessibilité dépendante de la couverture d'assurance et des programmes de soutien. Donc voilà ce qu'on pouvait dire concernant Eli Lilly. Quand on regarde son évaluation de prix, on est sur une entreprise qui est, on va dire, surévaluée. Donc on est sur une entreprise qui est surévaluée. Donc par rapport au DCF et par rapport à la FAVE, que ce soit sur Morningstar ou Value Investing, on est sur un prix qui est largement supérieur.
Donc il n'y a que Simply Wallet qui, lui, l'estime à 943 dollars. Donc pour le coup, on est bien. Donc voilà, donc c'est principalement pour ces raisons-là. Donc pour résumer, Eli Lilly, je trouve que c'est une très bonne entreprise qui respecte dans tous les cas, comme vous le voyez ici, qui est à 15,76, donc qui est une meilleure note que Ordineron. Moi, ce qui a fait la différence, c'est principalement en termes de son évaluation de prix, mais aussi principalement aussi par son chiffre d'affaires. Rogginoro a un chiffre d'affaires qui est croissant, qui croît plus vite que le chiffre d'affaires de Eli Lilly. Eli Lilly, on est à l'entour des 34-35 milliards. Elle a pris 1 milliard, il me semble, entre 2022 et 2023. Regeneron, on est autour des 13 milliards. Mais en termes de capitalisation boursière, comme je vous l'avais dit, mais en termes de capitalisation boursière, comme nous l'avons vu en début de vidéo, on est aux alentours de 742 milliards pour Eli Lilly, ce qui est vraiment énorme, hein. Et Regeneron, on est aux alentours de 113 milliards. Je vois vraiment une perspective d'évolution plus grande dans le futur, peut-être pas dans les 2, 3 prochaines années, mais en tout cas dans les 5, dans les 10 prochaines années, plus grande, que ce soit par rapport à les recherches que Regeneron fait, l'investissement qu'il met en place pour la recherche de ces médicaments, plutôt que dans Eli. Même si je pense que malheureusement elle va croître, car les problèmes de diabète, qui est l'un de ses principaux points forts à Eli Lilly, malheureusement continue à augmenter, que ce soit aux États-Unis, mais partout dans le monde. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ces entreprises. Donc là, voilà, je vous les montrer au max, hein. Vous voyez vraiment, c'est parabolique vraiment la progression de Eli Lilly. Je dis pas que c'est pas possible qu'elle continue à atteindre des sommets encore plus hauts, hein. Je dis juste que surtout quand on regarde en Regeneron, je crois qu'elle a 35 ans de mémoire, 35 ans d'existence, quand Elili est là depuis très très longtemps. Moi je parie plutôt sur un futur Regeneron, même si Eli Lilly, demain quand je devrais faire une ouverture de mon CTO, quand je devrais rajouter une ligne, pourquoi pas voir si elle ne peut pas prendre une place supplémentaire dans mon portefeuille. En tout cas, voilà ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt.